grandes œuvres sont des choses qui montrent la complexité de la vie, ses côtés positifs, ses côtés négatifs, mais qui, à la fin, donnent au lecteur l'espoir qu'après avoir vécu cela, ça permet de comprendre que la mondialisation, c'est pas forcément négatif, c'est pas simplement l'invasion d'une culture par une autre, ça peut être un enrichissement d'une culture par une autre, ça peut être aussi un échange, puisqu'on adapte les œuvres pour qu'elles soient comprises. On est deux pays où on a eu des expériences révolutionnaires, des moments de bouleversement, de crise. Il y a beaucoup de choses où on peut discuter sur des points communs, même si c'est des histoires différentes. Il y a des moments historiques qui se ressemblent, beaucoup plus finalement qu'avec d'autres pays européens. Né en 1951 à Paris, Christophe Charles est un historien français. Il est spécialiste d'histoire sociale, d'histoire culturelle et d'histoire comparée européenne. Médaillé d'argent du CNRS en 2001, il est aujourd'hui professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Christophe Charles s'est déjà rendu plusieurs fois en Chine pour participer à des colloques internationaux ou à des forums thématiques. Cette année, il était l'un des principaux conférenciers lors de l'université d'automne à Shanghai, qui avait pour thème Circulation culturelle, Europe et Chine. Son étude concernant la circulation des opéras en Europe au XIXe siècle abordait un sujet encore jamais traité lors de l'université d'automne. Bonjour Monsieur Charles, bienvenue dans notre émission. En fait, pendant cette université d'automne, le grand thème choisi pour justement évoquer cette mondialisation est la circulation internationale. Oui. Et vous avez choisi de présenter la circulation des opéras et de littérature au XIXe siècle en Europe. Pourquoi avez-vous choisi ces objets ? Eh bien, j'ai choisi parce que ce sont deux exemples où, a priori, ce sont des activités qui concernent au départ des élites, en tout cas des milieux de la bonne société. Hein. L'opéra a été créé par l'aristocratie, il était présenté à la cour, il était présenté dans des grandes villes, dans des lieux assez sélectifs socialement. Et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'au XIXe siècle, il est devenu un genre plus populaire. Hein. Il a concerné des publics de plus en plus larges. Il a même été porteur de messages politiques. Hein. En Italie, l'opéra a servi à mobiliser la population pour la défense de l'identité nationale et de l'indépendance de la nation face à l'étranger. En France, ça a été utilisé aussi pour affirmer des valeurs démocratiques face au retour à l'ancien régime. En Allemagne, ça a été aussi un outil pour mobiliser la population face aux menaces étrangères. Donc, comment un genre, au départ, pas du tout pensé pour concerner tout le monde, est devenu un genre qui s'est identifié finalement à des grandes valeurs, que ce soit des valeurs sociales, des valeurs politiques, des valeurs nationales, et a continué d'ailleurs d'intéresser le monde, puisque maintenant les opéras sont diffusés, des opéras européens sont diffusés dans d'autres pays que l'Europe. Il y a des opéras en Australie, il y a des opéras en Corée, il y a des opéras en Chine, il y a des opéras en Amérique latine, et on reprend parfois des œuvres du XIXe siècle parce qu'elles parlent encore, en tout cas elles peuvent évoquer quelque chose à des publics d'aujourd'hui. Donc c'est assez étonnant de voir comment des choses pensées dans un cadre historique très précis peuvent garder une valeur de long terme et même changer de sens avec le temps, parce que ça renvoie à des rapports entre les hommes et les femmes, entre les générations, entre l'imaginaire et le réel. Enfin, il y a comment une œuvre peut durer dans le temps et aussi circuler à l'échelle de l'Europe, puis du monde. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, puisque c'était un des thèmes de l'université d'automne. C'était un exemple qui me paraissait tout à fait probant de la capacité d'une œuvre à changer au cours du temps et dans l'espace. Alors la littérature, c'est un peu la même chose. On sait qu'il y a des œuvres qui au départ sont pensées par rapport à un public très précis, de français, d'anglais, d'allemand, d'italiens, et qui sont traduites dans d'autres langues et qui finissent par être des succès internationaux. Hein. On peut penser aujourd'hui à Harry Potter, hein, qui est quelque chose qui a été pensé pour les Anglais, très précisément par rapport au contexte anglais, et qui aujourd'hui est un best-seller international. On peut penser à certaines bandes dessinées qui sont aussi très populaires dans un pays, mais qui ensuite sont traduites et peuvent aussi être très populaires. Donc
comprendre comment ça peut circuler, ça permet de comprendre que la mondialisation, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi un enrichissement pour les cultures, hein. C'est pas simplement l'invasion d'une culture par une autre, ça peut être un enrichissement d'une culture par une autre, ça peut être aussi un échange, puisqu'on adapte les œuvres pour qu'elles soient comprises dans un autre cadre, donc c'est aussi une construction culturelle qui bâtit un certain type de mondialisation et qui finalement permet aux gens de se mieux connaître, hein, puisqu'ils consomment les mêmes livres, ils écoutent les mêmes œuvres, ils entendent les mêmes musiques, et donc ça apaise sinon les mœurs, mais enfin, en tout cas ça rapproche en partie les hommes et les femmes, et c'est donc une façon là aussi de dédramatiser la mondialisation. Mais craignez-vous pas, il y aura une homogénéisation si on écoute la même musique? Non, parce qu'on voit bien tout ne fonctionne pas, il y a des choses qui ne marchent pas, hein, il y a toujours un choix. J'ai cité des exemples de choses qui ont circulé, mais il y a bien d'autres choses qui auraient pu circuler, qui n'ont jamais circulé. Donc chaque culture choisit hein, dans ce qui est possible. Il y a des œuvres qui ont beaucoup de succès dans un pays, qui n'en ont pas du tout dans un autre. Pourquoi? Parce que ça correspond, c'est étonnant, par exemple, quand on traduit des bandes dessinées, aujourd'hui il y a un grand succès des bandes dessinées japonaises en France. Je ne suis pas sûr qu'il y a les mêmes succès des bandes dessinées japonaises dans d'autres pays que la France. Donc chaque fois, c'est une rencontre singulière. Donc ce n'est pas une homogénéisation globale, il y a toujours des choix, telle chose va marcher, telle autre ne va pas marcher, et c'est toujours différent. Donc il n'y a pas du tout d'unité. Chaque pays reprend des choses d'un autre pays, mais pas forcément les mêmes. Donc il y a une réappropriation, une relecture. Pourquoi, selon vous, par exemple, un opéra ou un livre qui est destiné, par exemple, à des élites, peuvent être après diffusés et être populaires, vraiment devenir quelque chose de très populaire? C'est pour quelle raison? Il faut à chaque fois analyser l'exemple, hein. On ne peut pas répondre dans l'absolu. À chaque fois, c'est une espèce de... C'est comme une recette de cuisine, ça marche parfois, parfois ça marche. Alors bon, je peux prendre un exemple, c'est le roman de Victor Hugo, Les Misérables, je crois, qui a été traduit en Chine, et qui a été adapté aussi au théâtre, et qui a été adapté au cinéma dans des différentes versions. Je crois que c'est parce que ça renvoie à un grand problème qui traverse toutes les sociétés, c'est-à-dire l'inégalité sociale, hein, le fait qu'il y a des gens qui ont une vie épouvantable, d'autres qui ont une vie qui réussissent. La capacité aussi, puisque le héros c'est quelqu'un qui au départ est un repris de justice, quelqu'un qui commence dans la vie tout en bas de l'échelle et qui finalement arrive à s'en sortir, et parce qu'il a réussi à s'en sortir, va aider les autres à faire la même chose. Donc il y a une sorte de leçon morale qui a une valeur universelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas définitivement condamné à être un malheureux, un repris de justice, qu'on peut parfois s'en sortir, et que si on a la reconnaissance de cette réussite, on peut aider d'autres gens. Donc il y a une espèce de vertu, d'exemple qui peut parler. Et donc c'est à la fois un conte qui raconte la vérité, la réalité, c'est-à-dire les inégalités, l'injustice, la pauvreté, mais qui aussi donne un espoir qu'on puisse quand même, de ces expériences tristes, de ces malheurs, tirer quelque chose de positif et aller de l'avant. Donc ça redonne un peu espoir en dépit de choses assez négatives qui sont racontées dans ce roman. Donc il y a à la fois le côté positif et le côté négatif de la vie, et ça c'est quelque chose d'assez universel, hein. Toutes les grandes œuvres sont des choses qui montrent la complexité de la vie, ses côtés positifs, ses côtés négatifs, mais qui à la fin donnent au lecteur l'espoir qu'après avoir vécu cela, il peut regarder l'avenir avec confiance. Donc je crois que c'est comme une leçon de morale d'un certain côté. Donc c'est ça qui fait qu'une œuvre peut durer et se répandre, c'est qu'elle n'est pas simplement une distraction, une fiction, mais qu'elle peut avoir une leçon, ou qu'elle peut aider les gens à vivre et à aller plus loin dans leur compréhension de la vie. Ça c'est très général, mais je veux dire, la plupart des œuvres qui ont comme ça un grand écho, on peut penser au théâtre de Shakespeare, on peut penser aux grands romans russes ou aux grands romans français ou anglais, c'est parce que les gens y trouvent finalement une sorte de leçon pour la vie. Les expériences sont très proches de leur vie eux-mêmes. Voilà, ils peuvent se projeter
dans les héros, comme aujourd'hui des héros très populaires servent de modèle, certaines générations comme modèle de vie. On sait que vous êtes spécialisé dans l'histoire sociale et ce que vous parlez aussi, c'est un peu, ça concerne aussi la société en général. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers l'histoire sociale, qui est un domaine très vaste apparemment? Je crois que c'est lié à, disons, ma vie personnelle, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, j'étais en terminale, en dernière année de lycée, et c'était en mai 68. Donc c'était une expérience assez originale, puisque ça a quand même bouleversé un peu la société française, hein. D'un coup, les étudiants se sont mis en grève, ensuite il y a eu des grèves dans les usines, le gouvernement était un peu désemparé face à ces événements, il ne comprenait pas pourquoi les gens se mettaient à être mécontents alors que tout allait bien, il n'y avait pas de chômage, l'économie était en très grande prospérité, et puis d'un coup tout un tas de gens se sont mis à revendiquer des choses, à montrer qu'ils n'étaient pas contents de la façon dont ils étaient gouvernés, enfin il y avait toutes sortes de tensions. Donc ça m'a montré qu'une société apparemment en bonne santé peut d'un coup brusquement dysfonctionner ou devenir pleine de risques, de tensions. Donc je me suis dit, c'est un vrai sujet important. Mais pourquoi, vous étiez là-dedans? Moi j'étais au lycée, donc on a participé un petit peu au mouvement, parce que bon, on sympathisait évidemment avec les revendications. On était proche par la génération des étudiants, donc certaines choses qui revendiquaient nous aussi. On trouvait que nos professeurs étaient un peu trop ennuyeux, un peu trop autoritaires. Enfin, on n'était pas très violents, mais enfin, on aurait aimé que la façon dont on nous fasse de l'enseignement change un peu. Enfin, on voulait que ça s'ouvre un petit peu sur des nouveautés, parce qu'on vivait sur des programmes un petit peu anciens, etc. Donc, ça m'a montré quand même l'importance des tensions sociales, des tensions entre générations, du fait qu'une société apparemment heureuse n'est pas forcément vraiment heureuse si on creuse, etc. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a amené à m'interroger à ce type de questions. Et après, j'ai choisi comme sujet notamment le rôle des intellectuels dans la société, hein, puisque mai 68, c'est quand même beaucoup une activité des intellectuels qui ont critiqué l'université, qui ont critiqué l'enseignement, qui ont critiqué le pouvoir et qui ont remis en cause toutes sortes de choses qui semblaient aller de soi. C'est à partir de là qu'il y a eu aussi tout un mouvement féministe en France, des revendications de plus grande liberté dans les relations entre les sexes, de meilleure pédagogie, hein, de plus grande proximité entre les professeurs et les étudiants ou les lycéens. Donc ça a contribué à faire changer la société. Donc ça m'a bien montré que l'histoire sociale était quand même une des clés importantes de la compréhension du monde. C'est pour ça que je me suis un petit peu lancé sur des sujets d'histoire sociale au début. Mais vous avez vécu mai 68 et vous avez aussi fait des recherches là-dessus. Et quelle est selon vous le racine de cette malheur issu d'une société apparemment prospère? C'est que je crois qu'il y avait des générations qui avaient vécu des grands drames, hein. Les gens qui étaient au pouvoir en 1968, c'était le général de Gaulle, c'était des gens de la génération de mes parents qui avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, donc qui étaient passés d'une société quand même qui avait souffert, beaucoup souffert, avec la guerre, l'occupation, la reconstruction, le développement économique des années 50, et qui finalement pensaient que tout allait bien, et ils ne se rendaient pas compte que leurs enfants, eux, qui n'avaient pas vécu ces malheurs, souffraient d'autre chose, c'est-à-dire ils souffraient qu'on maintienne des usages très autoritaires des relations, qu'on ne les autorise pas à faire plus de choses dans leur vie personnelle, qu'on maintienne une pédagogie très, très rigide, alors qu'eux, ils voulaient autre chose. Donc un écart s'était creusé sans qu'ils s'en aperçoivent, parce qu'eux-mêmes avaient vécu bien d'autres choses, et donc ils ne voyaient pas ce que vivaient leurs enfants. Mais ceci dit, c'est une crise qui a été surmontée, hein, même si elle a connu un côté spectaculaire, elle a été surmontée, et la France a beaucoup changé par la suite grâce à cette crise. En fait, ça a été positif d'un certain côté. On a fait changer le système scolaire, on a amélioré les relations entre les hommes et les femmes. Enfin, ça a été une crise positive. C'est pas une crise. Il y a des crises négatives et des crises positives. Donc ça a été une crise positive parce que
ses parents ont fini par accepter ces revendications. Hein. Ça ne s'est pas passé tout de suite, mais enfin, ça a fini par entrer dans les mœurs. Et maintenant, des choses qu'on trouvait scandaleuses en 68 sont tout à fait normales dans la société française d'aujourd'hui. Hein. Le fait que les gens puissent vivre avant d'être mariés ensemble, avant 68, c'était scandaleux. Aujourd'hui, pratiquement la moitié des jeunes font ça. Et personne ne dit plus rien. Donc ça montre bien qu'il y a des crises positives. Alors vous êtes venu en Chine plusieurs fois pendant ces dernières décennies pour participer à l'université d'Automne. Et d'un point de vue d'historien de l'histoire sociale, comment apercevez-vous l'évolution de la Chine? J'en ai une vision très partielle, hein, parce que oui. L'université d'Automne, c'est un monde particulier, dans une grande ville comme Shanghai, qui n'est pas tout à fait représentative non plus de l'ensemble de la Chine. Mais enfin, ce que je vois, c'est une évolution extrêmement rapide. Bon, ça, tout le monde le voit, la ville qui grandit, les buildings, les nouvelles autoroutes, les nouveaux chantiers, des innovations technologiques permanentes, etc. Donc c'est vrai que c'est fascinant de voir la rapidité. Moi je suis venu il y a une dizaine d'années, en 10 ans les choses ont changé déjà considérablement. Donc on voit bien qu'il y a un rythme de changement extrêmement rapide et finalement on a l'impression, c'est une impression très superficielle, que en dépit des tensions qu'un changement aussi rapide doit susciter, on peut l'imaginer, globalement, la société suit, enfin en tout cas on a le sentiment qu'elle arrive à suivre à peu près ce rythme extrêmement rapide, alors qu'en Europe on a fait ces choses-là beaucoup plus lentement, avec des crises, avec des révolutions, avec des guerres. Donc on est, en tout cas en tant que Français, on est assez admiratif de voir comment ce changement est maîtrisé, enfin pour l'instant maîtrisé, peut-être que ça ne sera pas éternel, mais en tout cas pour l'instant les Chinois ont l'air de suivre ce rythme rapide, donc c'est assez impressionnant. Il y avait une fois, l'université d'Automne a pris pour thème les villes métropolitaines. Et comment voyez-vous le développement de la ville de Shanghai, par exemple? Pour un Français, c'est un peu écrasant. Hein. On se sent perdu, parce que c'est une taille, c'est 2 ou 3 fois plus grand que Paris, donc que la région parisienne. Donc, pour un Parisien déjà, c'est grand Paris, alors là on est un peu noyé, on a le sentiment qu'on n'est plus dans une ville où on peut se repérer, donc on connaît une petite partie de la ville, mais on n'a pas une vision de la totalité, enfin ça devient très difficile de comprendre l'ensemble. Et en même temps, c'est vrai que c'est un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'il paraît que dans des grandes villes américaines d'Amérique du Sud, dans des grandes villes africaines, il y a aussi des villes de cette taille. Et donc ça, c'est effectivement un défi. Comment va-t-on gérer des ensembles de plusieurs dizaines de millions de gens qui vivent ensemble sur des espaces quand même assez restreints, avec tous les problèmes de transport, de pollution, de circulation. Donc c'est vrai que c'était d'ailleurs le thème de l'exposition universelle de 2010 de Shanghai, la ville durable. C'est vrai que c'est vraiment le défi, comment ces grandes villes, ces métropoles mondiales vont surmonter tous leurs problèmes, réussir à faire cohabiter tous ces gens aussi divers et assurer quand même une vie, disons, supportable, c'est-à-dire où on n'est pas asphyxié, où on arrive à circuler sans être dans des embouteillages, où on arrive à ne pas simplement travailler, à rien faire d'autre parce que le temps est mangé par le transport, par la distance. Donc voilà, ça c'est tous les défis de l'humanité actuelle. Et Shanghai est un des laboratoires de ce défi. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus parce qu'il faudrait une connaissance. Non, mais non seulement des recherches, mais même une exploration de la ville. Or, comme je n'ai pas de voiture et que je ne me déplace qu'avec le métro, je suis limité par le réseau du métro qui déjà est très 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 grand et dont je n'ai pas encore maîtrisé toutes les lignes. Et on voit que à chaque fois vous êtes venu, vous accordez beaucoup d'attention aux discussions avec les étudiants et à d'autres collègues chinois. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans leurs recherches et qu'est-ce qui intéresse les chercheurs français de leur part concernant la Chine?
C'est justement de comprendre cette transformation très rapide, hein, comment on est passé d'une civilisation rurale, traditionnelle, ancienne, avec très forte tradition, à un pays qui se veut très moderne, à l'avant-garde et qui anticipe même sur des problèmes que l'Europe se pose à peine. Donc c'est un défi pour comprendre pour les sciences humaines, hein, toutes ces questions. Comment aussi vous formez maintenant les nouvelles générations, puisque il faut que ces nouvelles générations assurent la formation des Chinois du futur. Donc il faut leur faire comprendre à la fois ce passé, mais aussi intégrer la nouveauté, la modernité, et puis tout le monde environnant, c'est-à-dire les ouvrir sur ce qui se fait dans les autres pays, puisque longtemps vous avez été un petit peu fermé sur le monde extérieur, donc il faut leur faire connaître toutes ces recherches qui viennent des autres pays, et puis cette grande difficulté que nous, malheureusement, nous ne parlons pas le chinois. Vous essayez d'apprendre les langues européennes. Beaucoup le font, mais c'est vrai que c'est difficile des deux côtés. Et donc, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui apprennent le chinois en France. Oui, mais quand même, ça reste plus difficile pour nous que pour vous. Parce que vous avez déjà surmonté les difficultés du chinois et les langues européennes sont relativement plus simples à savoir qu'on apprendre, du chinois pour apprendre que l'inverse. Donc, comment justement assurer cette transmission, cette communication et puis la circulation des travaux, donc l'importance des traductions, l'importance de la lecture des œuvres des uns et des autres. Or malheureusement, pour l'instant, c'est quand même très déséquilibré parce que peu de travaux chinois sont traduits, donc on dépend bien sûr des traducteurs chinois et on dépend surtout de ceux qui peuvent lire ces travaux et nous les résumer. Donc voilà, c'est ça les questions qui se posent, c'est comment rééquilibrer les échanges qui sont pour l'instant forcément un peu déséquilibrés parce qu'il y a plus d'œuvres françaises ou anglaises ou américaines qui sont traduites que l'inverse dans l'autre sens. Mais si on veut vraiment qu'il y ait une communication, un débat, une discussion à armes égales, il faut que nous puissions connaître vos travaux. Alors évidemment, on peut échanger par des colloques, mais enfin c'est pas assez approfondi. Il faut pouvoir lire vraiment les textes et les travaux pour que le débat et la discussion des deux côtés soient à armes égales. Mais parmi toutes les discussions que vous avez eues avec les étudiants, avec les collègues chinois, est-ce que vous avez trouvé des réponses intéressantes ou impressionnantes ou surprises? On a surtout vu les différences, hein, puisque chaque fois qu'on fait des comparaisons, ah oui, mais tel mot ne se rend pas compte de la même façon, le mot ne correspond pas. Quelques exemples? Il y a beaucoup de concepts qui, dans les deux langues, ne se correspondent pas. Du coup, c'est difficile ensuite de construire un cadre intellectuel pour faire communiquer les gens. Et puis, on voit bien que les questions, enfin, je me souviens, la première année où j'étais venu, on avait parlé du patrimoine, la question du patrimoine, la préservation du patrimoine. C'est une question ancienne en France, puisque des questions comme ça sont abordées dès le 19e siècle en France, parce qu'il y a des destructions de monuments historiques, il y a une rénovation des villes, donc on détruit les vieilles maisons, etc. Et il y a donc tout un mouvement de préservation, alors que ces questions se posent aujourd'hui en Chine, puisqu'il y a eu une rénovation urbaine très rapide, des destructions de quartiers anciens au moment notamment des Jeux Olympiques à Pékin, et c'était une question très sensible, et donc ils étaient très intéressés de voir comment des mouvements du même type avaient pu avoir lieu en Europe bien avant, et comment on avait plus ou moins bien réglé ces questions, et comment ça pouvait servir de leçon, en tout cas d'inspiration pour des politiques du même type en Chine ou dans des pays qui transforment leur vie. Donc voilà, des questions comme ça. Et puis aujourd'hui, dans le séminaire, on a beaucoup réfléchi sur les différentes mondialisations et voir comment la Chine, selon les périodes, est incluse ou pas dans ces mondialisations. Elle est incluse un petit peu à l'époque ancienne, parce qu'il y a des échanges de long terme avec la route de la soie, etc. Et puis il y a un moment de fermeture, et puis aujourd'hui on est de nouveau dans un moment où évidemment la Chine est pleinement incluse et même à l'avant-garde dans la mondialisation. Donc on voit bien comment les choses ne sont jamais les mêmes, mais en même temps chaque expérience peut être intéressante à comparer pour comprendre la suivante, ou voir à la fois
les différences et les points communs. Alors, vous avez évoqué qu'à chaque fois que vous avez des échanges avec les étudiants et que vous trouvez des points très intéressants aussi pour des recherches futures. Pour ces 10 dernières années, quel rôle pensez-vous que l'Université d'Automne a joué dans les échanges et la compréhension entre la France et la Chine? Ça a permis d'abord à des étudiants de venir en France. On a beaucoup d'étudiants qui ont suivi l'université qui sont venus faire des masters ou même des thèses. J'ai dirigé une thèse d'une des étudiantes qui est encore là aujourd'hui. Ça leur a permis aussi de faire l'expérience de la France, puisque quand on vient faire ces études, ils ont découvert un autre système universitaire, ils ont découvert l'avantage et l'inconvénient de vivre à Paris par rapport à l'avantage ou l'inconvénient de vivre à Shanghai. Et puis, ils ont évidemment connu mieux la culture française, ils ont mieux pu lire les travaux français puisqu'ils étaient accessibles. Et puis surtout, ils ont vu des moments historiques de la France qui pouvaient avoir quelques analogies avec la Chine, puisque on est deux pays où on a eu des expériences révolutionnaires, donc des moments de bouleversement, de crise, des grands moments aussi nationaux d'interrogation à cause des guerres. Donc il y a beaucoup de choses où on peut discuter sur des points communs, même si c'est des histoires différentes. Il y a des moments historiques qui se ressemblent, beaucoup plus finalement qu'avec d'autres pays européens, puisque la France est quand même un des pays qui a à la fois eu beaucoup de guerres et beaucoup de révolutions, comme la Chine, ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens. Donc ça crée quand même un ensemble de points de repère qui facilite le dialogue entre les enseignants et les étudiants. Et je crois qu'eux sont contents en faisant des comparaisons avec la France ou avec d'autres pays d'Europe, ils sont contents comme ça de mieux prendre en compte leur propre histoire à travers un regard croisé ou une comparaison. Je vous remercie, M. Charles, d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue et vos expériences avec nos téléspectateurs. Merci.